Bonjour, je vais corriger l'activité préliminaire du chapitre 15 sur les transferts d'énergie à l'échelle microscopique et la dualité onde-corpuscule. Tout d'abord, un point de notation. Habituellement, nous notons nu la fréquence d'une onde électromagnétique, et pour éviter de la confondre avec la vitesse v, nous allons noter f les fréquences, donc même pour une onde électromagnétique, et garder v pour la vitesse d'une particule. Vous avez dans cette activité des extraits de la thèse de recherche sur la théorie des quantas de Louis de Broglie qu'il a soutenue en 1924, dans laquelle il propose la nature ondulatoire de l'électron, qui propose de dire que les électrons sont des ondes. Bon. Alors il s'appuie sur les travaux d'Einstein, qui lui déjà avait associé donc la matière à une onde électromagnétique, en disant que quand on perdait de la masse, vous avez vu ça dans les désintégrations radioactives, quand il y avait une perte de masse, il y avait création d'énergie qui pouvait être sous forme d'onde électromagnétique, donc création d'un photon. Et cette énergie peut être calculée, c'est la célèbre formule E égale mc2, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Einstein va même plus loin, et donc il va même plus loin dans ses travaux en proposant l'impossibilité d'envisager une quantité isolée d'énergie, donc comme un photon, mais aussi comme un électron, sans y associer une certaine fréquence. Il utilise la formule de Planck qui associe l'énergie, alors lui c'était pour un photon, l'énergie d'un photon, à la fréquence de l'onde électromagnétique, avec comme coefficient la constante de Planck, H, donc l'énergie d'un photon par exemple est égale à la constante de Planck, fois la fréquence de l'onde électromagnétique. Et donc, si on associe les deux, on a d'un côté l'énergie pour un photon, en tout cas une quantité isolée d'énergie, comme on dit Einstein, constante de Planck fois la fréquence, et pour la matière, masse fois vitesse de la lumière au carré. Et si on associe les deux, on a bien un lien entre la matière et les ondes, avec une formule comme ça qui relie deux énergies. Alors, vous avez déjà vu ça, ce que je disais dans la radioactivité, par exemple le cobalt 60 qui se désintègre en donnant du nickel 60. Alors ce nickel 60 est encore dans un état excité, avec un surplus d'énergie qui va libérer sous forme d'un photon gamma, d'un rayonnement électromagnétique dans le domaine gamma. Ça correspondra pour lui à une perte de masse, qu'on va noter delta M, donc le nickel 60 va perdre de la masse, ça correspond à de l'énergie libérée, donc un photon libéré ici. On peut calculer cette énergie, c'est la perte de masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré, mais qui correspond au photon, à la constante de Planck fois sa fréquence. Donc on associe bien une perte de masse, de matière, à une fréquence, la fréquence du rayonnement électromagnétique, la fréquence du photon gamma qui est émis. Et donc ce que se dit Louis de Broglie, c'est on pourrait faire ça avec l'électron aussi, en utilisant donc la même formule, masse fois vitesse de la lumière au carré égale constante de Planck fois fréquence, et donc on peut associer une fréquence à un électron, dire que c'est une onde. Louis de Broglie continue, en fait, dans la même lignée. Alors, il se met dans un cas non relativiste, c'est-à-dire qu'il va garder un problème simple, des grandes guillemets quand même, on est quand même sur des nouvelles notions, et donc il va dire, ok, je m'occupe pas des effets relativistes, je vais prendre des particules qui sont à faible vitesse, à des vitesses petites par rapport à la vitesse de la lumière, et puis il a découvert assez théoriquement en fait que on pouvait associer une longueur d'onde à toute particule, à toute chose en fait, et calculer cette longueur d'onde comme étant la constante de Planck divisée par la masse fois la vitesse. Utilisons maintenant tout ça. Alors, la première question, je vous demande de vérifier par une analyse dimensionnelle l'homogénéité de l'égalité constante de Planck fois fréquence égale masse fois vitesse de la lumière au carré. Alors, vérifier l'homogénéité, c'est vérifier qu'en fait, ici, il s'agit bien de deux énergies. L'analyse dimensionnelle, c'est de vérifier que les unités sont cohérentes. Alors, regardons à gauche. La constante de Planck sont des joules secondes, et puis la fréquence en Hertz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fréquence en Hertz? C'est l'inverse d'une période en secondes. Donc, on a des joules secondes
multiplié par l'inverse de seconde, donc on récupère bien des joules. Pardon. Ici, on a bien une énergie en joules à gauche de l'égalité. Maintenant, à droite, la masse fois la vitesse au carré, la masse fois vitesse au carré, on a déjà rencontré ça quelque part. Hein. On peut associer ça aussi à une énergie cinétique. Une énergie cinétique, c'est une masse fois une vitesse au carré, alors sur 2, mais du point de vue des unités, des kilogrammes fois des mètres au carré par seconde au carré, ben, c'est une énergie en joules. Donc masse fois vitesse au carré, c'est homogène, on va dire que c'est homogène à une énergie. Question 2. Voici l'extrait d'une phrase donc des documents. Elle vaut, donc cette hypothèse sur la longueur d'onde d'une particule, elle vaut comme toutes les hypothèses ce que valent les conséquences qu'on peut en déduire. Alors dire que les particules peuvent être décrites comme des ondes, ça a des conséquences. Alors on y va. La première chose, c'est que il faut des résultats théoriques qui en fait vont expliquer donc tout ce qu'on peut en déduire. D'abord, il faut que ça explique ce qui est observé. Ce qui est observé, ce qui n'est pas expliqué par les théories d'avant, hein, ce qui ne peut pas être expliqué sans faire cette hypothèse. De plus, il faut que ça puisse prévoir des résultats qui pourront être vérifiés par des expériences. Donc si on a une hypothèse qui permet d'expliquer ce qu'on a observé et qui n'était pas expliqué avant, et qui en plus permet de déduire des choses qui peuvent être vérifiées par des expériences, là, on n'a plus une hypothèse, d'ailleurs, on a une théorie qui commence à être solide. Alors maintenant, si on applique cette formule, donc longueur d'onde égale constante de Planck divisée par la masse fois la vitesse, si on l'applique à un photon, qu'est-ce qu'on aurait? Appliquons-la, ça voudrait dire que un photon ayant une longueur d'onde et une vitesse, on peut lui associer une masse. Sauf que les photons n'ont pas de masse. Donc cette formule-là va correspondre à des objets qui ont une masse, alors non relativistes, qui ont une vitesse petite par rapport à celle de la lumière, mais ne peut pas correspondre à un photon, la particule relativiste par excellence. Alors il faut trouver une autre relation un peu plus générale, celle-là va être valide pour toutes les particules non relativistes qui ont des vitesses petites par rapport à celle de la lumière, et on aura une autre relation plus générale qui va marcher, alors cette fois pour toutes les particules. Ici, cette relation, c'est la quantité de mouvement, P, qui est égale à la constante de Planck sur la longueur d'onde. Alors là, vous me direz, oui, mais alors dans ce cas-là, un photon a une quantité de mouvement. Bingo, un photon a une quantité de mouvement, et ça, c'est déjà utilisé dans plusieurs applications, alors notamment une application assez récente qui est de refroidir des atomes en leur envoyant des photons dessus. Alors on met 2 faisceaux laser, en pratique on en met même 6 de chaque côté, en haut, en bas, devant, derrière, et on arrive à piéger des atomes comme ça. Alors comment ça se passe? On utilise aussi l'effet Doppler. En fait, les atomes qui essayent de s'échapper, donc vont aller rencontrer l'onde, vont se diriger vers l'onde, et donc ça va provoquer l'absorption des photons donc qui composent le faisceau laser par les atomes, et là il y a un effet de recul. Donc comme si on vous lançait une balle sur vous alors que vous essayez d'avancer, donc les atomes ils essayent de s'échapper et on leur envoie des photons et donc il y a un effet de recul qui va les ralentir. Deuxièmement, quand cet atome va réémettre le photon pour se désexciter, s'il le réémet dans la même direction, ça va encore, par effet de recul, va encore le ralentir. Donc comme ça, on arrive à piéger des photons en leur envoyant on arrive à piéger des atomes, pardon, en leur envoyant des faisceaux laser. Sur deuxième chose, alors ça c'est pas encore au point, mais c'est dans les cartons de la NASA, vous avez aussi des projets de voiles euh, de vaisseaux, si vous voulez, de sondes spatiales avec une voile solaire qui utiliserait la lumière du soleil pour être propulsé. Donc sur la même idée que les photons, donc la lumière a une quantité de mouvement, en absorbant ou en réfléchissant les photons, donc la lumière, sur cette voile va être propulsée. Alors l'effet est assez petit, mais cumulé dans le temps, cette voile pourrait gagner une vitesse assez importante. Il y a un projet comme ça qui prévoit d'envoyer des toutes petites sondes, alors très très légères, et puis avec en fait juste une voilure
principalement, et arriver à les accélérer à 1/10 de la vitesse de la lumière. Alors là, l'idée, c'est pas d'utiliser que le soleil, mais d'utiliser un énorme laser braqué sur cette sonde, sur ce vaisseau donc vaisseau laser qui enverrait donc une quantité de photons très importante et donc de la quantité de mouvement pour propulser ce vaisseau. Donc là, on est plutôt dans des projets futuristes pour l'instant. Continuons sur notre lancée de la dualité onde-corpuscule. Vous voyez, on associe ici une longueur d'onde à tout ce qui a une quantité de mouvement. Alors, est-ce que le caractère ondulatoire de la matière peut être observable à l'échelle macroscopique? Alors pour l'échelle microscopique, donc là voici des atomes, à gauche là une représentation d'atomes complètement fausse, hein. Les électrons ne sont pas des particules qui tournent comme ça autour d'un noyau, les électrons sont des ondes. En tout cas, les décrire comme une onde est une bien meilleure représentation. Donc vous avez ici la représentation d'un atome, et donc à l'échelle microscopique, dire que les atomes, que les électrons, pardon, sont des ondes, bah, ça permet d'expliquer déjà l'existence des atomes, ce qu'on n'expliquait pas avant. Et surtout, bah, l'émission de lumière par les atomes, ou l'absorption de lumière par les atomes, ce que vous avez vu en première S, et ça on ne peut pas l'expliquer si on ne dit pas que l'électron est une onde. Voilà. Bon, par contre, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, si je prends une balle de golf par exemple et que je veux déterminer sa trajectoire et son comportement, j'ai pas besoin de dire que c'est une onde, hein. Je vais absolument pas voir la manifestation du caractère ondulatoire d'une balle de golf. Je vais pas voir la diffusion de la balle de golf sur le terrain, sur la pelouse. Elle va partir d'un point précis, arriver à un point précis que je peux calculer d'ailleurs. On l'a fait en négligeant les frottements et puis même en prenant en compte les frottements. Donc la balle de golf a une trajectoire que je décris en considérant que la balle de golf est une masse bien précise. En tout cas, je ne prends pas en compte le fait que ce soit une onde du tout. Donc à l'échelle macroscopique, les objets macroscopiques, hein, ne présentent pas de caractère ondulatoire. Alors pour résumer, bah, on a ici un Louis de Broglie qui en 1924 propose le caractère ondulatoire des particules, en tout cas des particules à l'échelle microscopique. Alors c'est plus, à mon sens, l'inventeur des ondes de matière, dans le sens où il propose un nouveau modèle, les ondes de matière. Alors ça marche très bien, hein, c'est théorique, c'est un modèle, c'est une théorie. Après, dans la vraie vie, personne peut aller vérifier si un électron c'est vraiment une onde de matière. En tout cas, c'est un modèle proposé, inventé, qui marche très très bien.